Laisse-moi te présenter mes 10 essentiels de graphiste. Bon, il a fallu que je fasse des choix dans cette vidéo, ça n'a pas été facile de résumer mes essentiels à seulement 10, donc je pense que je ferai une prochaine vidéo, un épisode 2, voire même un épisode 3 dans lequel je te présente mes essentiels, mais plus sur mon entreprise, sur mon business, sur comment améliorer ma productivité, mon organisation, etc. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse qu'on fasse une partie 2. Écoute, on va pas faire une intro de 4 heures, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et se hisse à la première place, le truc le plus essentiel à avoir pour être graphiste. Je voulais pas être trop bateau dans mes 10 essentiels, mais comment ne pas présenter cet outil-là quand on présente 10 essentiels d'un graphiste, c'est forcément un ordinateur. Basique, mais en même temps tellement essentiel. Donc moi, à l'heure actuelle, j'utilise donc un MacBook Pro 13 pouces, je vous mets les configs de celui que j'utilise. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement dû voir passer, même sur YouTube, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vlogs ou des trucs comme ça, que je galère avec cet ordinateur-là. En soi, il a été très fidèle pendant toutes ces années, mais là, ça y est, il arrive à un point où il ne me supporte plus. Je vais bientôt en changer, j'ai toujours pas encore pris de décision sur ce que j'allais prendre. Une des choses les plus essentielles, c'est que vous devez faire attention, peu importe que vous utilisiez un Windows, un Apple, etc., on s'en fout, mais en tout cas, il faut que vous ayez une bonne mémoire. Et attention, pas la mémoire de stockage, mais la mémoire RAM, la mémoire vive. Moi, j'ai 8 Go de mémoire, c'est vraiment nul. Il faut que vous ayez au moins 16 Go de RAM, c'est vraiment le minimum. Au plus vous en avez, au mieux c'est. Ça sera beaucoup plus fluide sur votre ordinateur, ça buggera beaucoup moins. Donc ça, c'est une chose essentielle. Et moi, à mon ordinateur, donc j'ai un MacBook Pro que je peux déplacer parce que j'aime bien avoir cette option de pouvoir travailler où je veux, dans la voiture, quand je pars en voyage, quand je vais, je sais pas moi, voir mes parents, quand je vais travailler chez eux. Si je veux travailler en extérieur aussi, j'aime bien avoir un ordinateur pas fixe. C'est quoi l'inverse d'un ordinateur fixe ? Un ordinateur de voyage. Donc du coup, je sais pas encore si je prends un ordinateur fixe, si je prends, je reste sur un MacBook, etc. Mais en tout cas, j'aime bien avoir cette option. Mais pour mon bureau, par contre, j'ai acheté un deuxième écran. Donc j'ai acheté un écran Samsung incurvé de 27 pouces, je crois. Pareil, je vous remets les configs. Un conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention toujours à la qualité d'affichage sur vos écrans. C'est important, nous, en tant que graphistes, qu'on ait une bonne retransmission des couleurs sur nos écrans, qui soient le plus fidèle possible à la réalité. Parce que si vous avez des configs avec vraiment une très mauvaise qualité, vous risquez d'avoir un gros décalage sur vos couleurs, et ça c'est important de faire attention. Moi j'aime bien avoir un deuxième écran, c'est pas du tout essentiel, mais en tout cas pour moi oui, maintenant que je l'ai, je me rends compte que pour moi c'est essentiel parce que déjà ça me permet de pouvoir avoir deux écrans en même temps. Par exemple quand je crée une identité visuelle, j'aime bien avoir sur un écran, je sais pas moi, ma direction artistique, et sur mon autre écran je travaille le logo ou n'importe quoi. Enfin j'aime bien pouvoir comparer deux choses en même temps, et surtout pour le confort visuel de pouvoir avoir quelque chose en grand quand vous travaillez sur des packaging, sur des logos, de pouvoir avoir un peu plus de recul que sur un petit écran. Si vous avez un écran de bureau déjà avec un grand écran, c'est super. Si vous avez un MacBook, n'hésitez pas à acheter un deuxième écran et vous pouvez le brancher avec un câble HDMI, et comme ça je perds pas la possibilité d'avoir quand même un MacBook que je peux transporter tout simplement. Le deuxième essentiel, du coup j'en ai pas parlé sur l'ordinateur, au niveau du stockage, forcément ça va être d'avoir des disques durs. Même si vous avez une bonne capacité de stockage sur votre ordinateur, pensez toujours à prendre un disque dur, ou en tout cas une source où vous pouvez avoir un stockage en dehors de votre ordinateur, au cas où il vous arrive une dinguerie avec votre ordinateur, que vous puissiez avoir un endroit où vous stockez vos fichiers. Personnellement j'utilise un disque dur LaCie, je crois qu'il fait 1 Tera. Franchement il est génial parce qu'il est indestructible. J'ai eu beaucoup de disques durs dans ma vie, j'en ai cassé beaucoup parce que moi je suis quelqu'un qui fait tomber très souvent les choses, et celui-là, étant donné qu'il est renforcé sur les côtés, franchement il est indestructible, il est génial, il est compatible avec les Mac aussi, parce que j'ai eu beaucoup de disques durs qui n'étaient pas compatibles avec les Mac. Celui-là il n'y a aucun problème, il fonctionne avec tous les ordinateurs. Alors dedans je conserve mes dossiers finaux que je donne à mes clients. À l'intérieur il y a aussi les fichiers sources, toutes les phases de recherche sur les identités visuelles que je crée. Toujours important d'avoir une copie du dossier client au cas où, déjà votre client, ça m'est déjà arrivé qu'il perde un document. Il était bien content que je puisse lui donner en fait son fichier. Personnellement j'en ai un pour tout ce qui va être un peu personnel, tout ce qui va être pour mon entreprise, et j'en ai un vraiment dédié à mes clients. Ensuite, troisième petit essentiel, on reste encore un peu dans le matériel, après on va switcher vers d'autres choses, mais en matériel, je dirais une tablette graphique. Alors au tout début, j'ai commencé avec une Wacom, donc vraiment une vraie tablette graphique, qui était pas très chère, et franchement, je l'ai adorée, j'ai adoré travailler avec cette tablette. C'est pas vraiment un essentiel, la tablette graphique, vous pouvez très bien faire sans. Moi personnellement, je trouve que pour mon utilisation et ma manière de travailler, parce que je suis pas très travail sur papier, etc. Par contre, pour moi c'est un essentiel depuis que je l'ai. Franchement, elle était trop bien, j'ai rien d'autre à vous dire.
Alors maintenant j'ai switché, maintenant j'utilise un iPad Pro plus le stylet. J'ai pas acheté le stylet, la Pen Pencil, j'ai trouvé une alternative sur Amazon, je crois beaucoup moins cher et qui me convient très bien pour l'utilisation que j'en fais. Je suis pas illustratrice donc franchement ça me suffit largement. Mais forcément l'iPad c'est beaucoup plus pratique parce qu'on a directement l'écran. Alors je sais qu'il y a des tablettes, même les tablettes Wacom, où vous avez directement l'écran et donc c'est beaucoup mieux pour dessiner. Moi c'est vrai que j'ai un peu de mal entre la liaison entre mon regard et mon crayon, quoi, mon stylet, parce qu'en fait quand vous avez une tablette où il n'y a pas d'écran dessus, vous dessinez mais vous regardez là-bas et j'avais un peu de mal à faire ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer et franchement j'ai jamais vraiment réussi à vraiment bien m'habituer. Donc quand je suis passée à la tablette où j'avais l'écran directement dessus, ça a été génial parce qu'en fait c'était comme une feuille, quoi, je dessine et en même temps directement je vois ce que je fais. Pas un essentiel pour tout le monde, en tout cas pour moi c'est un essentiel et ça fait partie de mes 10 essentiels. Ensuite, en 4e position, on quitte un petit peu le monde du matériel. En vrai de vrai, cet essentiel, il devrait passer en numéro 2 dans l'ordre, parce que en vrai, vous avez compris, je ne les ai pas du tout classés par ordre de priorité. Là, j'ai un peu parlé du matériel. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur de l'ordinateur et voir un petit peu ce qui s'y trouve, quels sont les essentiels. Et donc, forcément, vous l'aurez compris, il vous faut un logiciel de création vectorielle, Illustrator. Les croquettes de Toby. Moi j'utilise donc la suite Adobe, j'utilise Illustrator pour mes logiciels vectoriels, mais comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, grâce à vous je découvre encore plein d'autres logiciels comme la suite Affinity, Inkscape aussi, que je vais commencer à découvrir grâce à vous. Donc voilà, il y a plein d'alternatives, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser Illustrator, prenez le logiciel qui vous convient le mieux. Il ne faut pas en diaboliser un plus que l'autre parce que je pense que chacun a ses avantages, chacun a ses désavantages. Faites ce qui vous convient à vous, ce qui vous convient à vos clients, votre manière de travailler et ça ira très bien. Ensuite, pareil, sur mon ordinateur, alors ça serait plutôt un essentiel que je mettrais dans ma vidéo business, mais du coup, je la mets quand même ici, c'est Notion. Franchement, j'ai tout un espace Notion dans lequel, en fait, je réunis tout, que ce soit mon côté pro, mon côté perso, que ce soit ma gestion avec mes clients, mes portails clients, etc. D'ailleurs, c'est un outil que je suis en train de booster encore plus, parce que, vous savez, je sors ma formation de graphiste en septembre, et en fait, pour tout achat de cette formation-là, je vous fournis en fait tout un espace Notion vraiment complet à l'intérieur duquel vous pourrez voilà, vraiment vous organiser. Ça va vraiment être votre deuxième cerveau, cet espace Notion. Et voilà, à l'intérieur, je vais gérer mes finances, je vais gérer mes bilans, ma création de contenu, mon fichier CRM avec toute ma prospection pour voilà, voir un petit peu où j'en suis avec mes projets clients. Enfin bref, tout ça, vous avez compris. C'est pépite pour moi, c'est essentiel pour moi, pour ma charge mentale, pour que je... Voilà, donc c'est pas forcément pour graphiste. Alors oui, je dirais la partie graphiste pour tout ce qui est portail client, pour le suivi des clients. Mais après, c'est aussi pour mon entreprise, forcément, de graphisme. Ça me permet vraiment de relâcher la pression, d'alléger ma charge mentale. Il y a tout qui se trouve là-bas. Et au moins, moi, quand je finis, quand je sors, je sais qu'il y a un endroit où, dans mon cerveau, je peux enlever la case travail et la laisser dans mon espace Notion. Maintenant, on rentre dans des sujets un petit peu plus vraiment axés vraiment sur le graphisme, sur les outils que j'utilise pour créer mes identités visuelles et du graphisme de manière plus large. Vous le savez, la roue chromatique, c'est un des outils que j'aime le plus utiliser. Je pars 100% du temps sur mes projets graphiques de la roue chromatique. Après, ça m'empêche pas, dans la suite du projet, de m'en détacher et de faire des choses qui sortent un peu de ce que j'ai vu avec la roue chromatique. Mais c'est toujours ma base, je pars toujours de ça. Donc la roue chromatique, en fait, c'est une roue qui représente toutes les couleurs et qui vous permet de voir un petit peu quelles sont les couleurs qui sont harmonieuses, qui fonctionnent bien ensemble. Et la roue chromatique, j'utilise celle de Adobe Color. Je la trouve très bien. Et d'ailleurs sur Adobe Color, il y a un petit peu plein de choses à côté que vous pouvez voir sur les contrastes, sur les palettes de couleurs, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais voilà, essentiel pour moi pour tout ce qui est couleurs. Ensuite, je vais vous parler un petit peu plus des sites internet. Un autre logiciel que j'utilise, pareil pour les couleurs, mais c'est vraiment un essentiel pour moi, c'est Gradient App. Franchement, elle réunit tout. Je sais qu'il y a Colors, enfin il y a plein d'autres logiciels, enfin d'autres sites internet un peu dans le même style, mais pour moi Gradient App, franchement, il réunit tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour les nuances, que ce soit pour les contrastes, pour les codes couleurs, pour générer des palettes de couleurs. Franchement, je l'aime trop. J'aime bien Colors aussi parce que j'aime bien, il génère un peu des noms sur les couleurs. Des fois, ça peut donner des bonnes inspirations pour donner des noms à vos couleurs. Donc je l'aime bien aussi, mais si je devais vraiment en choisir une, ça serait vraiment Gradient Apps.
Autre petit site internet, c'est Pexels. Franchement, je passe pas une journée sans aller sur Pexels, je crois. C'est un logiciel de photos libres de droit et pour moi, tous mes projets ont besoin de photos libres de droit. Que ce soit pour ma proposition commerciale, quand j'envoie à mes clients, je viens toujours la personnaliser avec des photos qui sont un petit peu dans son univers, dans l'univers de mon client. Que ce soit pour la présentation des concepts de logo, pareil, c'est important pour moi de mettre des mock-ups, de mettre des images, etc. qui vont faire rentrer mon client dans l'univers de son identité visuelle. Et aussi pour la création des identités visuelles quand je fais des formules un peu plus conséquentes comme la formule complète ou la formule social media. J'aime bien mettre une petite bibliothèque de photos libres de droit qui vont correspondre à l'univers de la marque. Photos que je vais potentiellement retoucher sur Photoshop ou avec l'IA Photoshop pour que vraiment elles soient uniques et qu'elles correspondent vraiment à la charte graphique de mon client. Et au moins s'il n'a pas encore fait de shooting photo, s'il n'a pas encore de choses à présenter à ses clients mais qu'il veut déjà commencer à communiquer sur les réseaux sociaux ou même sur son site internet, etc. Il a déjà en fait une bibliothèque d'images qui ont été choisies par la graphiste qui a créé son identité visuelle et donc qui correspondent vraiment à son univers de marque. Ensuite, comment parler des essentiels d'un graphiste, de la création d'identité visuelle sans passer par les typographies. Alors là, je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir. J'utilise Adobe Font, Google Font et Dafont. J'ai déjà réussi à réduire à 3 sites internet, mais je saurais pas quoi choisir entre les 3 parce que bon, si vous n'utilisez pas la suite Adobe, à la limite, on peut dégager Adobe. Google Font, ça reste quand même hyper pratique parce que c'est vraiment des polices que vous pouvez utiliser vraiment partout. Par contre, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Alors que Dafont, je m'amuse vraiment, il y a vraiment de quoi s'amuser, que ce soit pour des projets fictifs, que ce soit même pour des projets clients, etc. Il y en a tellement, et j'aime bien la manière dont c'est classé, vous pouvez énormément vous amuser avec. Par contre, toujours pareil, faites attention aux licences, les polices qui sont sur Google sont libres de droit, sur Dafont pas forcément. Donc faites toujours attention à ça, c'est important. Les polices, elles n'ont pas été générées par un robot, elles ont été créées par des artistes, par des personnes qui créent des typographies. Donc c'est important que vous respectiez le travail des personnes qui ont créé les typographies tout simplement. Si la personne a décidé que c'était libre et que vous pouvez en faire ce que vous voulez, faites-en ce que vous voulez. Si elle a décidé que c'était une police qui serait payante, payez-la ou ne l'utilisez pas tout simplement. D'ailleurs, petit aparté, parce qu'en fait ça vient de m'y faire penser, dans ma formation il y aura toute une leçon qui sera dédiée à la cession de droits d'auteur pour vos créations de logos, d'identité visuelle, etc. J'en ferai sûrement plus tard des vidéos où on va en discuter. J'aimerais également vous fournir dans mes templates sur mon shop des templates tout simplement de contrats, de cession de droits d'auteur, etc. pour qu'on puisse venir en parler un petit peu plus, mais je vous promets qu'il y aura une vidéo sur cette chaîne YouTube qui viendra détailler vraiment tout l'aspect de cession de droits d'auteur parce que c'est hyper important que tout le monde s'éduque sur ce sujet-là pour que que chaque client comprenne que c'est comme ça, c'est obligatoire et que vous en tant que graphiste vous sachiez comment l'amener à votre client, il faut vraiment rendre ça normal pour que ça ne soit plus un tabou. J'ai l'impression que c'est un tabou de parler de cession de droits d'auteur alors que pas du tout. Donc voilà, on en parlera, c'est promis. Et donc on passe tout de suite au dernier essentiel, le numéro 10, que vous n'avez pas forcément chez vous mais que je vous encourage à avoir chez vous. Et je l'ai mis à côté de moi, la boîte magique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte magique ? Eh bien tout simplement, il y a plein d'inspirations, de packaging, de cartes de visite, de flyers, d'affiches, bref. À chaque fois que je trouve quelque chose de cool, je le prends. Ou au contraire, quand je trouve quelque chose de vraiment pas cool, ça m'arrive de le prendre aussi. Et en fait, je garde des inspirations, des packaging dans plusieurs secteurs, que ce soit alimentaire, que ce soit cosmétique, enfin bref, j'aime bien garder tout ça. Parce que c'est bien de trouver votre inspiration sur internet, sur Pinterest, etc. Mais très souvent sur Pinterest par exemple, ça va être des projets fictifs de d'autres graphistes. Rarement en fait des vrais projets clients que vous allez retrouver sur Pinterest. Et du coup c'est pas forcément des projets qui ont fait leurs preuves, c'est pas forcément des projets qui sont efficaces, c'est juste des projets c'est souvent des projets qui vont juste être beaux et pas forcément remplir toute une stratégie, etc. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas vous pouvez pas faire la différence parce que vous savez pas en fait la graphiste quand elle met, ou la graphiste quand elle met son projet sur un Pinterest, si c'est un vrai projet client ou pas. Donc c'est bien d'aller là-bas, moi j'y vais, il n'y a pas de souci, même sur plein d'autres outils d'inspiration. Mais c'est aussi important, je trouve, d'avoir des vrais projets clients, des vraies choses qui existent dans la vraie vie. Par exemple là c'était Caudalie, vous voyez, donc c'est une marque qui est quand même assez calée dans son domaine. Là j'ai un truc On the Wild Side, c'était dans le packaging, dans le carton d'envoi. Enfin voilà, j'ai plein de choses comme ça. J'ai même des choses que j'ai faites moi-même de clients à qui j'ai passé commande. J'ai des petites boîtes aussi, Milia Matcha.
Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que je garde et je trouve que c'est trop bien parce que quand vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez aller un peu checker des choses comme ça. Et voilà, des fois ça va être des catalogues, voilà, des flyers, des cartes de visite, etc. Donc bref. C'était mon petit essentiel à moi, ma petite boîte magique. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand on va aller sur Pinterest, c'est qu'on va chacun marquer par exemple inspiration, packaging, cosmétique, j'ai n'importe quoi. On va tous plus ou moins tomber sur les mêmes choses. Alors que si vous avez une boîte avec des choses qui vous plaisent à vous, vous allez avoir vraiment votre propre en fait bibliothèque d'inspiration qui va correspondre à votre style, qui va correspondre à des choses que vous avez aimées, qui vous ont tapé dans l'œil. Pour l'inspiration, je trouve que c'est un très très bon tip de faire ça. J'ai vraiment moi ma boîte avec mon placard qui est dédié à ça. J'en ai plein. Et j'essaie de les classer un petit peu en fonction du secteur. Comme ça, si je travaille avec de la cosmétique, je peux aller piocher dans mes trucs de cosmétique pour voir un petit peu. Ça va vraiment être une dose d'inspiration quand j'ouvre ma boîte. Ça m'amène plein de choses. Et en plus, c'est des choses que c'est moi qui ai choisies. Donc il y a une histoire un peu sur chaque chose. Je sais pourquoi je les ai mis là. Donc c'est vachement personnel. Et je trouve que ça change tout sur mon approche de création d'identité visuelle. Quand je m'inspire de choses qui m'ont touchée personnellement, de choses qui ont une histoire un petit peu derrière. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, pas forcément des histoires de fou, mais quand il y a une petite touche personnelle sur pourquoi j'ai choisi ça, je trouve que c'est bien. Donc les inspirations sur internet c'est bien, mais les choses qui vous inspirent dans la vraie vie c'est encore mieux. Je range ma petite boîte. Voilà, c'est tout pour mes 10 essentiels de graphiste. Franchement ça m'a vraiment inspirée pour faire une deuxième vidéo sur la partie un peu entreprise. J'ai encore plein de choses à vous dire et en vrai même pour la partie graphiste j'ai encore plein de choses à vous montrer. Je suis restée assez basique parce que j'étais obligée pour les 10 premiers essentiels de faire des choses quand même les plus gros essentiels. J'allais pas passer sur les derniers essentiels, mais en tout cas voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelques petits tips en plus. N'hésitez pas toujours en commentaire à me dire si vous avez vous aussi des tips à nous partager. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos si vous avez envie que je les fasse. Je sais que cette vidéo là elle m'avait été demandée, donc je sais que vous m'avez aussi beaucoup demandé une vidéo sur mes livres préférés, etc. Pour le graphisme, en vrai de vrai, hein, je vais être très honnête avec vous, j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai quelques-uns que j'ai lus et qui sont pour moi des mines d'or. Donc peut-être que je le mettrai dans mes essentiels de ma prochaine vidéo, l'épisode numéro 2, mais je pense que j'en ai pas assez pour vous faire une vidéo complète. Donc ouais, j'en ai 2-3, donc je les intégrerai dans ma prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, et on se dit à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!